Place maintenant au MAG. Comme chaque jeudi, retour sur notre question de la semaine. Le Rwanda peut-il s'imposer un modèle sur le continent? Voilà ce à quoi vous deviez répondre cette semaine. Le Rwanda est souvent cité en référence, tout autant décrié. Vos avis et commentaires, on voit tout cela avec Madeleine Mukamabanouf, journaliste rwandaise. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de vous prêter à l'exercice avec nos internautes. Alors, pour Sékou Kouma à Bamako, le Rwanda est un modèle car Paul Kagame est un président exemplaire. Est-ce que c'est l'homme qui fait le modèle aujourd'hui? Je crois que c'est l'homme et c'est le peuple rwandais dans son ensemble. Parce que le problème, c'est qu'en Afrique, on a tellement l'habitude des leaders, de parler des chefs, on oublie qu'un chef tout seul, s'il n'a pas le peuple avec lui, il ne peut rien faire. Ce que le président Kagame a pu faire, il l'a fait parce qu'il a eu un parti qui a travaillé plus que de raison, et qu'il a eu un peuple qui a suivi, qui a accepté des sacrifices, et qui a mouillé la chemise, comme on dit. Et le Rwanda d'aujourd'hui est indissociable du personnage Paul Kagame? Comme il est indissociable de tout Rwandais qui est à l'œuvre. Écoutez, c'est incroyable. De répondre à cette question? Non, c'est pas difficile parce que je crois que c'est une vision extérieure. Vous allez au Rwanda, vous n'allez pas trouver une photo de Kagame, sauf dans les mairies comme partout ailleurs. Mais vous n'allez pas trouver les photos du président Kagame le long des routes, des gens qui portent des t-shirts. Il n'y a pas de culte de la personnalité. C'est un travail collectif. C'est une vision de l'Occident, cette personnification du pouvoir rwandais? De l'Occident, mais d'une certaine Afrique aussi. D'une certaine Afrique aussi qui néglige et qui nie l'apport de tous les Rwandais dans ce que le Rwanda est aujourd'hui. Et quelle a été la plus grande réussite de Paul Kagame, selon vous? Alors, pour moi, là, c'est peut-être, on peut dire que c'est sa réussite, c'est d'avoir réussi à empêcher la guerre civile au lendemain du génocide. C'était pas évident. C'était pas évident quand vous avez un pays où dans chaque famille, il y a une victime ou un assassin, et que parfois les deux, dans le cas des couples mixtes, dans une émission qui passe sur France Culture ces jours-ci, on entend des femmes qui avouent avoir tué leurs propres enfants. Vous faites face à ça. Vous avez des jeunes militaires qui étaient dans le maquis avec vous, qui trouvent leurs parents tués, qui ont la capacité de se venger. Et on oublie souvent au Rwanda que les premières personnes qui ont été tuées au lendemain de l'arrêt du génocide, ce sont des militaires du Front patriotique rwandais de Paul Kagame qui avaient commencé à se venger. À partir de ce moment-là, les gens ont compris qu'il n'y aurait pas de vengeance, qu'il y aurait la justice peut-être, mais pas la vengeance. Et le spectre de la guerre civile s'est éloigné comme ça. Je crois que c'est vraiment la grande réussite qui a conditionné tout le reste. Et finalement, quels sont les piliers de ce modèle rwandais, pour vous, rapidement? Il y en a beaucoup. Si vous deviez en citer 3, par exemple. Moi, je dirais l'inclusion. C'est un modèle qui a inclus toute la population, où tout le monde a participé. Je donne des cas concrets parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. En 2016, il y avait le sommet de l'Union africaine là-bas. J'ai vu une femme qui vendait des légumes. Pour moi, c'est le résumé de ce modèle. Elle était tellement fière. Elle a dit, ouais, je suis soulagée. Il paraît que le sommet a réussi. J'aurais eu honte parce que je vendais des légumes aux hôtels. Elle avait l'impression que c'était elle qui a réussi, c'est grâce à ces légumes. C'est-à-dire que chaque succès, le peuple le partage. C'est ce sentiment d'avoir fait comprendre aux populations que tout ce qui réussit, ce sont les populations, ce n'est pas un seul homme. Alors, ce qui revient aussi, c'est cette capacité d'innover sur le continent. Alors, une élite africaine s'installe d'ailleurs à Kigali. Oui, exemple avec l'essayiste camerounais Yann Gouet. Qu'est-ce qui fascine? C'est cette faculté à être en prise avec l'avenir? Avec l'avenir, avec la modernité quand même, une certaine ouverture. Et puis, quand même, un modèle libéral qui facilite leurs activités. Yann Gouet qui est allé là-bas, je ne crois pas qu'il ait mis beaucoup de jours pour créer son entreprise. Il y a aussi des résultats économiques qui sont intéressants. Des résultats économiques qui sont là. Alors souvent, aussi, le parallèle est fait entre Paul Kagame et Thomas Sankara. C'est un rapprochement que vous comprenez? Alors, c'est pas la même époque, c'est pas tout à fait les mêmes hommes. Ils ont quand même quelque chose peut-être en commun sur le plan personnel. C'est une certaine modestie. Mais Thomas Sankara avait le verbe haut. C'est pas le cas de Kagame.
Et Kagame est peut-être plus pragmatique que Thomas Sankara. Sankara, c'était la génération qui rêvait. Ils n'ont pas le même parcours. Sankara n'a pas connu les guerres, il n'a pas connu les privations. Il était encore dans le rêve que sa génération avait. Et Kagame, il est beaucoup plus dans le faire et dans le pragmatisme. Il n'a commencé à parler d'ailleurs que quand il a commencé à avoir des résultats. Autre avis positif de Jerry Ronald de Silutoni à Kinshasa. Le Rwanda est un laboratoire car c'est un petit pays. Il est facile d'appliquer ces changements. Est-ce que finalement ce modèle rwandais est-il exportable? Alors, d'abord, moi, je pense qu'on n'exporte pas des modèles. Même le Rwanda n'a importé aucun modèle. Je crois que tout pays africain qui veut se développer sait ce qu'il faut faire. Donc, Kagame lui-même n'a jamais cherché à imposer un modèle. Mais je crois, ce que peut-être ça a changé quelque part, notamment chez ces jeunes qui posaient les questions, parce que je les vois souvent en Afrique, ça peut-être changer un peu le curseur. Jusqu'à présent, on parlait que de démocratie, des droits de l'homme. On va y revenir. On va y revenir. Là, on a des jeunes, comme ma génération a été déçue par les indépendances. C'est une génération qui est déçue par le multipartisme. Okay, on a eu la démocratie, on a pu voter, mais finalement, on ne peut pas faire d'études, on ne trouve pas de travail, etc., etc. Tout d'un coup, quand les gens voient les réalisations qui ont été faites au Rwanda, il y a des jeunes qui se disent, et moi je les ai vus, l'année dernière ils avaient un colloque là-bas, mais c'est possible. On peut ne pas avoir de pétrole, on peut ne pas avoir de diamants et développer son pays, avoir la sécurité sociale, avoir l'enseignement gratuit. Ce que ça a changé, c'est que ça a mis le curseur sur les droits socio-économiques qui ont quand même été oubliés en démocratie depuis une vingtaine d'années. Alors justement, le Rwanda est décrié, vous y venez. Moïse Bongo au Congo-Brazza salue la réconciliation nationale, les performances économiques, on en a parlé. Mais pour lui, la politique, c'est loin d'être un modèle. Vous le disiez tout à l'heure. Oui, est-ce qu'il y a un pays qui a... Est-ce qu'on ne sacrifie pas finalement les droits de l'homme par rapport à la réussite économique et sociale? Mais pourquoi cette dichotomie? Parce que tout le monde vous sort ça en disant oui, ils ont réussi parce qu'ils ont sacrifié les droits de l'homme. Non, aujourd'hui, vous allez au Rwanda, les droits de l'homme ne sont pas plus bafoués qu'hier, que dans d'autres pays qui sont moins développés. On ne peut pas les opposer, je crois que ça va de pair. Je pense que si les gens étaient vraiment brimés, est-ce qu'ils pourraient consentir des sacrifices qu'ils ont consentis pour arriver là où ils sont? Une dernière question, quels seront finalement les défis du Rwanda après Kagame, quand il ne sera plus là? Il y en a plein. C'est-à-dire, c'est déjà... Le premier? C'est déjà continuer, améliorer, parce que pour le moment, bon, le modèle, tout le monde dit c'est la réussite, etc. Mais il reste énormément de choses à faire. C'est un pays pauvre, il ne faut jamais l'oublier, avec 70% de la population qui vit à la campagne. Là, par exemple, en tout cas, j'ai vu dans les discours et puis dans les actes que le focus est mis sur les campagnes, sur les populations rurales. On essaie de faire beaucoup pour elles, mais vous savez ce qui se passe dans nos campagnes africaines. Des fois, vous regardez, vous dites, mais tout ce qu'on a injecté là-dedans, c'est allé où là, parce que la pauvreté se voit encore. Et le rêve, c'est de ne plus voir la pauvreté dans les campagnes. Et là, est-ce que ça se fera sous Kagame ou après lui? C'est un vaste défi, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Madeleine Mukamabano, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Je vous en prie.